vu que c'est des fléaux majeurs de l'humanité aujourd'hui, bah, le retour sur investissement, on parle de fois 100, fois 1000, en fait, c'est sans mesure. Et on est aujourd'hui dans le domaine de la longévité, là où l'intelligence artificielle était entre 2015 et 2020 à peu près, avant l'arrivée de ChatGPT. Nous sommes la première génération à pouvoir vaincre le vieillissement de notre vivant. Elise Parrish, qui a subi 10 thérapies géniques, qui a 55 ans, qui en fait même pas 30 quand on la voit. C'est absolument bluffant. En 2060, parce que en 2060, j'aurai 80 ans. Donc, statistiquement parlant, c'est l'année de ma mort. Je voulais marquer un objectif très fort, celui de gagner la course contre la mort avant que la mort ne gagne la course contre moi. Bonjour à tous et bonne année 2026. Voilà, je vous dis bonne année parce que c'est la première vidéo que je tourne pour cette nouvelle année. Vous l'entendez, j'ai une voix un peu cassée, j'ai enchaîné grippe et maintenant angine, mais ça ne nous empêche pas d'avancer et je suis très heureux d'accueillir sur ma chaîne mon ami Gabriel. Salut Gabriel. Bonjour Cédric, bonne année 2026 à toi aussi et merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir, j'ai hâte, on va avoir un échange qui va être passionnant. Gabriel est serial entrepreneur, très beau parcours, deux exits sont ton actif, deux ou trois, rappelle-moi. Non, on va s'arrêter à deux pour l'instant. On verra d'ici un an ou deux dans ce nouveau secteur, dans cette nouvelle passion qui m'anime, mais pour l'instant c'est deux. Donc deux exits à son actif, investisseur aussi en immobilier et plus particulièrement dans le domaine de la longévité à tout niveau, d'un point de vue finance, d'un point de vue personnel. Et Gabriel est membre de ma communauté privée Youmento depuis déjà 6 ans. C'est la sixième année là qui a attaqué. Incroyable comment le temps passe. Ouais, Super. c'est merci pour ta confiance. Et on est aussi partenaire puisque Gabriel a lancé de multiples activités sur le domaine de la longévité. Je dirais que voilà, on s'est pris tous les deux de passion sur des domaines, moi sur le domaine de l'investissement d'une manière plus générale, toi sur le domaine de la longévité, et on a suivi bah, des approches similaires. On s'est dit, bah, en tant qu'entrepreneur, bah, lançons des activités sur le sujet. Donc tu as Icar qui propose de l'accompagnement justement dans l'optimisation de sa santé avec pour un objectif bien sûr de longévité. Tu as lancé aussi le club 2060 où tu proposes d'investir dans des biotech et c'est dans ce cadre-là qu'on a notre partenariat puisque je fais partie de ce club. Je sais eh bien le travail admirable que tu fais sur la sélection des startups, sur une niche dans le domaine du private equity, très exactement du venture capital, donc les biotech. Et là, on a encore investi récemment ensemble sur une biotech où il y avait deux prix Nobel dans l'équipe. Donc voilà, une extrême sélectivité de très très beaux dossiers qui peuvent s'avérer extrêmement lucratifs. Puisque bon, voilà, on va pas se leurrer. En tout cas, moi, C'est c'est bien mon de élément. faire du business. C'est bien de faire du Voilà, business en même temps. c'est ça. Du business, bien sûr, c'est un sujet qui nous passionne. Bien sûr, on est intéressé d'un point de vue personnel, mais l'objectif, c'est aussi de faire du fric parce qu'il va falloir eh ben, financer l'accès aussi à cette nouvelle technologie qui sont en train d'émerger. Donc je continue sur la présentation de ce que tu fais et tu me corrigeras si jamais, bien sûr, j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié certains éléments. Tu as aussi créé un événement. Première édition a eu lieu là en 2025. L'événement s'appelle 2060 et Forum, bah, tu as le forum Forum, 2060. très exactement, merci. Forum 2060 où tu as regroupé ben, des experts du monde entier, des investisseurs du monde entier. Tu as des équipes de télévision japonaises qui sont venues. Là, tu reviens des États-Unis où tu es parti là-bas avec une équipe de TF1 qui t'ont accompagné. Donc, tu deviens vraiment une référence. Alors, clairement en France, ça c'est clair, sur la longévité. Et puis, ben, maintenant aussi une figure internationale dans ce domaine-là. Euh, Est-ce que j'oublie des choses? Peut-être une chose, mais dont tu n'es pas au courant, et c'est pas un oubli, mais tout simplement, je t'apprends une bonne nouvelle. On a de plus en plus d'investisseurs qui nous demandent de créer une espèce de S&P 500 de la longévité. Ils ne veulent pas prendre le risque d'investir dans telle ou telle société, mais qui veulent s'exposer à l'ensemble de la longévité. Et donc, on est en train de travailler avec des partenaires et des financiers à la création d'un fonds de fonds qui permettrait d'être exposé à plusieurs centaines de startups qui travaillent dans des secteurs très spécifiques liés à la longévité.
histoire de pouvoir s'exposer à la longévité dans son ensemble et non pas sur telle ou telle startup ou tel secteur. Ok, donc ça serait un ETF disponible en bourse? Non, 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 c'est pour l'instant, c'est un fonds de fonds. C'est un fonds de fonds, D'accord. donc on va sélectionner les meilleurs fonds, certains qui font de la biotech, d'autres qui font du digital health, d'autres qui font dans les cliniques longévité. Donc tout ce que représente la longévité aujourd'hui, une vision, un panorama à 360 degrés. Ok, excellent. Bah, si tu veux, on pourra en parler parce qu'on a une approche similaire sur Investor X. Volontiers, volontiers, volontiers. Voilà. Et bon voilà, comme je disais juste avant, on a un partenariat avec Gabriel, à la fois pour ma communauté Youmento, mon programme Fast Track Investor, où étant membre de son club 2060, je me repose sur lui. Vous le savez, moi je suis dans mon approche où je suis holistique, tout ce qui génère du fric, ça m'intéresse. Mais je suis dans une approche avec 20% des compétences pour 80% des résultats. Et pour arriver à faire ça, il faut que je me repose sur des spécialistes dans les différents secteurs d'activité, bien que j'ai mes propres marottes avec une spécialisation, on peut le dire, et puis maintenant l'accès à au top 0% des startups dans le monde, donc le domaine du venture capital. Et donc ce que je fais, c'est que je chasse au sein de la sélection de Gabriel pour que, en partenariat, on puisse présenter comme ça des deals startups, comme on en a fait déjà trois ensemble, si je ne me trompe pas, Tout à au fait, sein c'est ça. de Youmento et Fast Track Investor. Donc, je fais ma pub au passage. Vous avez les liens. Si ça vous intéresse de rejoindre Youmento ou mon programme Fast Track Investor, vous avez les liens qui sont en description de la vidéo. Et puis, je mettrai aussi le lien vers ton événement, le forum 2060, dont la nouvelle édition, encore plus augmentée, encore plus aboutie, encore mieux. Voilà, puisque tu auras appris de cette première édition qui était déjà une très très belle réussite, bah, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer. Alors, première question, Gabriel, puisqu'on va aborder pas mal de sujets dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que on va aller sur des questions qui sont aussi, on va dire, qui vont venir un peu être contrariantes, hein, puisqu'il y a pas mal de critiques sur le domaine de la longévité, avec un côté égoïste, certains qui crient à l'anti-écologie, voilà. Et c'est de parler de longévité et même potentiellement, on va dire, peut-être pas d'immortalité, mais de vivre très très longtemps, c'est quelque chose qui dérange dans notre société aujourd'hui. Donc on va aborder ces sujets d'un point de vue aussi philosophique, d'un point de vue très personnel, hein, d'un point de vue investisseur, hein, l'opportunité que représente aujourd'hui le secteur de la longévité pour nous investisseurs pour faire de l'argent tout simplement. Et alors ma première question c'est voilà pourquoi tu as lancé ces différents projets associés à la longévité et pourquoi ce chiffre 2060? Ouais. Donc moi, quand j'ai vendu ma deuxième société, j'avais 40 ans et ma vie a complètement changé. J'ai eu une situation très privilégiée où j'ai pu réfléchir au sens que je voulais donner à la deuxième partie de ma vie, qu'est-ce qui était important pour moi. Et donc c'est là où j'ai découvert que selon les standards occidentaux, à 65 ans, on va commencer à avoir des maladies chroniques et on en aura pour 15 ans en moyenne pour mourir à 80 ans. Et donc, moi, ayant 40 ans, j'avais encore 25 ans de vie en bonne santé. Je me suis dit, j'en ai vraiment chié pendant toute ma vie. Que pour 25 ans de bonheur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rallonger un petit peu cette durée? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour la remplir? Cette période de la manière la plus optimisée possible. Donc c'est là où j'ai découvert la longévité et je me suis rendu compte que c'était non seulement l'une des aspirations ou l'aspiration la plus audacieuse de l'humanité, de vivre le plus longtemps en bonne santé possible, mais que ça devenait en 2021 à l'époque une excellente opportunité pour faire du business et pour investir. Et donc toutes les étoiles étaient alignées pour moi pour me dire, en fait, je vais passer les 40 prochaines années là-dedans. Il y a tout un boulevard. Si on exécute bien, on pourra non seulement faire des choses passionnantes avec des gens passionnants sur les 40 prochaines années, mais également repousser les limites de la vie pour soi, pour les gens qu'on aime, et puis pour l'ensemble de l'humanité. Donc de manière très concrète, pourquoi 2060? Parce que en 2060, j'aurai 80 ans. Donc statistiquement parlant, c'est l'année de ma mort. Et je voulais marquer un objectif très fort, celui de
gagner la course contre la mort avant que la mort ne gagne la course contre moi. Et donc pour moi, 2060, c'est dire non à la mort et oui à la vie, quelque part. Ok, donc bien sûr, là, statistiquement, effectivement, tu l'évoques, donc un décès, j'irais, de vieillesse autour de 2060. Vieillesse. Mais toi, ton objectif, c'est que ça soit pas le cas, quoi. C'est justement de Moi, je repousser le veux pas plus de loin ça. possible. Moi, je veux C'est ça. pas de ça. Donc, en fait, 2060 pour moi, le matin quand je me réveille, c'est me dire, mec, si tu ne bouges pas le cul, voilà ce qui va t'arriver. Donc, ne l'oublie pas et fais en sorte que chaque jour compte vers l'atteinte de cet objectif-là. Ok. Et finalement, voilà, c'est un pari win-win. Soit je fais encore une fois des choses passionnantes parce que la longévité dans l'instant présent aussi, c'est faire des choses passionnantes avec des gens passionnants à la pointe de la technologie et y passer comme tous les autres avant nous, les générations avant nous, ou alors bah, de bien exécuter et d'arriver à repousser les limites de la vie au-delà de cette limite statistiquement représentative aujourd'hui. Ah, c'est hyper intéressant là ce que tu dis, le côté win-win, hein, parce que c'est vrai que tu vois, bien souvent en tant qu'entrepreneur, on a cette approche-là en deuxième phase de vie, c'est mon cas aussi, où en fait tu dis, mais ok, en fait je peux avoir un parcours d'entrepreneuriat, d'activité où en fait c'est passionnant et je pourrais continuer encore et encore sans m'épuiser, sans être dans le sacrifice, et en même temps que ça soit hyper rémunérateur et que l'objectif visé soit hyper excitant aussi. Je veux dire, au final, tu vois, le sourire de la crémière, la crème, enfin, la C'est totale, ça, quoi. exactement, exactement. Oui, c'est possible. C'est ambitieux, c'est peut-être audacieux, mais c'est possible. Et c'est mon objectif aujourd'hui. C'est de prendre du plaisir dans l'instant présent sur des projets extraordinaires avec des gens qui ont la capacité et la mentalité de changer le monde et en même temps de se projeter aussi dans un avenir où on fait des retours sur investissement de malade mental en investissant au bon moment dans la longévité. Et cerise sur le gâteau, ben, on vit plus longtemps en bonne santé. Ok. D'ailleurs, alors, tu disais que pour toi, tu l'expliques là, ça te paraît un objectif qui est réaliste, c'est aussi mon avis, hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui, là, il y a un alignement justement des planètes, des étoiles, comme tu l'as dit, qui fait que c'est quelque chose qui est faisable? Et question subsidiaire mais directement liée, comment l'écosystème que tu crées va t'aider à atteindre justement ce résultat? Ouais, il y a cette philosophie de vie que j'essaie de m'appliquer un peu tous les jours, qui est de dire que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Et j'essaie de créer justement un avenir dans lequel on vit 100 ans en bonne santé, tous les jours. Pas de cancer, pas de maladies neurodégénératives, pas d'Alzheimer. Et puis un beau jour, on se couche le soir et puis le matin, on se réveille plus. Ça, c'est quelque chose de réaliste, d'audacieux mais réaliste à l'instant où on parle aujourd'hui. Probablement que la prochaine étape, ce sera de repousser sans cesse les limites de la vie en bonne santé, mais ça, c'est quelque chose, c'est plutôt une échéance long terme. Mais ce qui est vraiment l'approche et la démarche audacieuse mais réaliste qui me caractérise moi en tant qu'entrepreneur et celle où j'aime évoluer, c'est voilà de voir qu'est-ce qui est réaliste de faire. Moi, je ne suis pas un rêveur. J'aime me fixer effectivement des objectifs ambitieux, mais ensuite les réaliser. Donc, qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on est dans ce cas-là? Quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'espèce humaine est capable de prouesses incroyables à partir du moment où elle s'y met sérieusement et elle investit de l'énergie, des ressources financières dans l'atteinte d'un certain objectif. J'aimerais te donner juste un exemple qui est le programme Apollo où Kennedy, en 1961, dit on va avoir un financement illimité pour les chercheurs euh, pour aller conquérir l'espace et envoyer le premier homme sur la Lune. Et en 1969, même pas 10 ans après la fixation de cet objectif-là, euh, ils ont réussi à le faire. Alors, je sais qu'il y a des théories plus ou moins complotistes comme quoi ça s'est pas passé, mais le fait est que, en tout cas, on est capable d'avancer de manière incroyable à partir du moment où on met les ressources pour aller dans un certain sens. Et j'aimerais faire en sorte, contribuer du plus possible
à ce que la direction dans laquelle on va aller maintenant au niveau de l'humanité, ce soit celle de vaincre le vieillissement, c'est-à-dire comprendre les mécanismes du vieillissement au niveau biologique, réussir à les ralentir, les arrêter, voire même, soyons fous, les inverser. Maintenant, de manière très concrète, en 2009, il y a un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka qui a démontré que on pouvait, en activant un certain ensemble de gènes, de 4 gènes, on pouvait prendre une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule qui a été différenciée, qui est âgée du corps humain, et la ramener dans un état de cellules souches avec la possibilité d'ajuster de manière très précise l'âge de la cellule et de l'inversion euh, euh, de l'âge de cette cellule-là. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il était possible de programmer les cellules du corps humain pour rajeunir, tout simplement. Pour plein de raisons, c'est pas aussi simple que ça. En général, le corps humain est très complexe. Et donc, cette observation scientifique et théorique à un niveau d'une cellule est plus difficile à transposer au niveau du corps humain dans son ensemble, mais il y a des recherches aujourd'hui extrêmement bien financées et très légitimes pour aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est pour la première fois en 2009-2010 qu'on s'est dit, en fait, il est réaliste de s'imaginer on peut ralentir la vitesse de vieillissement, voire même l'inverser et rajeunir. Maintenant, quand je regarde, étant dans le milieu, ce qui se fait dans le domaine et les recherches dignes de films de science-fiction qui sont aujourd'hui dans les laboratoires, pour certains en cours de déploiement, pour certains en phase d'essai clinique, je ne peux que me dire que on est très proche d'un progrès, en fait, d'une rupture technologique majeure, au-delà de laquelle l'humanité va investir de plus en plus dans ce domaine-là. Quelques exemples. On sait aujourd'hui faire de la thérapie génique et changer le matériel génétique de nos cellules pour produire plus d'un certain nombre de molécules, d'enzymes, de protéines et pour lutter contre le processus du vieillissement. Nous avons eu ici l'année dernière une dame qui s'appelle Lise Parrish qui a subi 10 thérapies géniques, qui a 55 ans, qui en fait même pas 30 quand on la voit. C'est absolument bluffant. Ah, elle était présente Euh, au Forum 2060, Elle c'est ça était que tu veux dire? présente au Forum 2060, tout à fait. Un autre exemple, on sait aujourd'hui faire des impressions 3D d'organes, c'est-à-dire que on va créer une structure en collagène extrêmement complexe dans laquelle les cellules souches vont venir se fixer et puis ensuite se différencier avec un résultat final d'un organe créé sur la base de ses propres cellules qui ensuite peut faire l'objet d'une transplantation. Euh, on sait aujourd'hui, donc tout ça, c'est encore une fois, soit dans des laboratoires, donc c'est pas quelque chose qui est commercialement disponible, ou vous pouvez le faire à vos risques et périls puisque les tests n'ont pas été finalisés. Mais en tout cas, on dispose de ces technologies-là. On sait aujourd'hui faire de la repigmentation de cheveux, c'est-à-dire des personnes âgées qui ont les cheveux blancs, qui, à la suite d'un certain traitement, finissent par avoir de nouveau la couleur des cheveux qu'ils avaient pendant leur jeunesse. Donc en fait, je pourrais aller très loin dans ces exemples-là, mais quand on voit ce qui est aujourd'hui en cours de déploiement et ce qui fait l'objet de recherche dans les laboratoires de recherche, on ne peut que se dire que dans les 10, 15, 20 prochaines années, des avancées majeures vont devenir disponibles. Ok. On sait Euh, aujourd'hui rajeunir des souris, donc si on le fait pour des souris, ouais. maintenant on est en train de déployer la même techno pour le faire sur des primates non humains, c'est-à-dire pour les singes. Les singes, c'est 96% de gènes identiques à ceux de l'humain. En fait, il y a qu'un pas entre ces recherches-là et l'idée de se dire qu'on pourrait bientôt l'appliquer chez les humains. Ah, c'est fascinant. Et je voudrais revenir là sur le cas de cette femme qui a 55 ans, c'est ça? 55, oui. Ok. Et qui, donc tu disais en paraîtante, je me rappelle, tu m'avais parlé d'elle. Et tu Mhm. disais qu'elle a fait des thérapies, de multiples thérapies génétiques. Et tu peux détailler un Mhm. petit peu, si tu le sais, ce qu'elle a Alors, subi comme protocole? elle en a subi 10. Et j'ai pas la liste et j'ai pas tout retenu. C'est exactement la question que je lui ai posée quand elle a fait son speech ici à Aix-en-Provence. Il y en a une, elle a fait une thérapie pour augmenter la quantité de folistatine qui est produite. La folistatine étant une molécule qui stimule la croissance musculaire, qui lutte contre l'ostéopénie, c'est-à-dire la diminution de la densité osseuse, qui Hmm. conduit ensuite à des os fragiles pour les personnes âgées, donc plus facile d'avoir des accidents, des fractures. Euh,
C'est un peu la... Ah, oui, et VEGF, en fait, c'est une autre thérapie génique qui permet d'augmenter le degré de vascularisation des tissus terminaux et donc pe- permettre une meilleure vascularisation du corps, notamment des extrémités, les doigts, les orteils. Et les autres 8, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est des thérapies qui sont réversibles, donc qui ont un profil de risque particulièrement confortable, justement pour essayer de se dire que, à la limite, s'il y a des effets secondaires, on va arriver à contrôler ces effets-là et les annuler. La thérapie disparaît, en fait, les résultats de la thérapie disparaissent au bout de quelques années. Pour activer la portion d'ADN qui code en fait pour la production de cette protéine-là, on doit prendre des cachets. Donc, si on arrête de prendre les cachets, il n'y a plus de production de molécules supplémentaires. Donc, le code génétique en question, il devient tout simplement inactif. Et in extremis, s'il y a des effets secondaires insoupçonnés et qui nécessitent en fait d'aller un cran plus loin, on a la possibilité tout simplement d'enlever la portion du corps. Souvent, c'est dans les cellules graisseuses que cette molécule est introduite. Donc, on fait une petite incision chirurgicale et on enlève la portion de tissu qui contient ces cellules génétiquement modifiées. Donc, en fait, il y a plein de degrés de sécurité qui font que, même si c'est encore un peu un sujet exploratoire, eh bien, il y a des personnes qui prennent le risque de subir ce genre de traitement-là. Pour certaines, en tout cas pour l'Isparish, avec des résultats absolument bluffants. Euh, et ça t'a donné envie, toi, de le faire aussi? Alors c'est assez marrant parce que cette dame, non seulement qu'elle est physiquement très belle, elle incarne bien cet idéal de vivre longtemps en bonne santé, mais elle a un charisme incroyable et pendant les 15 minutes de sa présentation, on avait un groupe WhatsApp de discussion avec tous les participants du forum et on est déjà en train de se demander si on s'y met à plusieurs, est-ce qu'on va obtenir une réduction sur le traitement en question. On se demandait si c'était vrai ou pas, mais en fait, elle a toute la crédibilité nécessaire, à la fois, encore une fois, par son propre physique et à la fois par le résultat de ses recherches et son expertise médicale. Donc, moi, j'ai regardé. Je regarde ça avec beaucoup d'attention et probablement dans les prochaines années, je vais le faire. Là, pour l'instant, j'attends d'avoir des études, des essais cliniques avec un nombre de participants statistiquement un peu plus représentatif. Et je vais attendre quelques années aussi pour voir des effets secondaires éventuels insoupçonnés de ce traitement-là. Mais je pense que dans 10-15 ans, on y passera tous, tellement les résultats sont prometteurs. Ok, alors on y passera tous, on va en reparler un peu plus loin, justement, sur, ok, comment toi tu vois les choses, sur l'accessibilité, ce genre de choses. Alors je voudrais revenir sur l'aspect, du coup, longévité, puisque toi, tu es dans cette approche et cette vision maintenant, où tu penses que le vieillissement, au final, du corps humain doit être traité comme une maladie, un fonctionnement anormal, un défaut qu'il faut corriger, donc. Ouais, c'est une vue de l'esprit. C'est plus une question philosophique qu'autre chose, et c'est peut-être Ouais. aussi une question d'ordre juridique et idéologique, parce que on a été éduqué depuis l'époque de Pasteur que si on a mal nulle part, on est en bonne santé, et lorsqu'on commence à avoir mal quelque part, on commence à avoir quelques symptômes, on va aller voir le médecin qui va nous donner un traitement médical. Mm. Aujourd'hui, depuis 10-15 ans, on est en train de changer de paradigme et on se rend compte que les symptômes et la douleur, c'est la manifestation du corps lorsque le mal est déjà fait et souvent irréversible. Et donc l'idée, c'est justement d'aller voir le médecin parce qu'on est en bonne santé et on veut le rester le plus longtemps possible, plutôt que d'aller le voir parce qu'on a mal quelque part et qu'on découvre qu'en fait que ça fait des années que le mal est en train de s'aggraver et qu'on est arrivé dans une situation irréversible. Donc, quelque part, lorsqu'on regarde les maladies chroniques, dont décèdent 99% des gens, on voit que toutes ces maladies-là, miraculeusement, n'apparaissent que lorsqu'on est vieux. Donc de là à considérer que la vieillesse est la cause profonde de ces maladies-là, il n'y a qu'un pas. Mm. Il n'y a qu'un pas au niveau de la mentalité. Maintenant, il faut quand même savoir que l'Organisation mondiale de la santé émet des recommandations qui sont ensuite reprises, des définitions qui sont ensuite reprises par l'ensemble des États du monde. Et lorsqu'on considère que la vieillesse n'est pas une maladie, les laboratoires de recherche et les fonds publics alloués à la recherche
n'ont pas le droit, ne peuvent pas être alloués à la recherche contre le vieillissement. Donc en fait, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de fonds publics qui sont investis ou quasiment zéro hein, dans le domaine de la longévité parce que ce n'est pas considéré comme une maladie. Et comme c'est pas considéré comme une maladie, eh ben on va pas investir dedans. Donc oui, je pense que d'un point de vue juridique, ce serait intéressant de considérer que la vieillesse est une maladie parce que ça permettrait de débloquer des fonds massifs pour la recherche fondamentale dans ce domaine. Ok, mais alors tu penses pas justement que dans un pays comme la France où c'est déjà surendetté, où il y a une gabegie incroyable de l'argent public, tu vois, si on rajoute dans le spectre des traitements le fait de vieillir, je veux dire c'est le trou sans fond à ce moment-là quoi. Je veux dire là c'est bon, on va finir de tuer le pays déjà que, enfin bon, de mon avis, on, on, on va clairement droit dans le mur et au fond du fossé. Mais est-ce que tu penses que c'est viable, en fait, que pour un État comme la France, là aujourd'hui, de dire, ouais, on va prendre en main le vieillissement? Ouais, alors, d'un point de vue purement productiviste, à l'échelle d'un pays, et en considérant les individus comme des pures unités de production, en laissant de côté tout aspect éthique, moral, etc., avoir un individu. Donc aujourd'hui, c'est quoi la société? C'est quoi la vie d'un individu si on regarde? Il fait des études, il grandit jusqu'à 25 ans. Il va produire de 25 à 65 ans. Et après, de 65 à 80, il va coûter un argent fou parce qu'il va être malade, Alzheimer, maladie Vasculaire. excuse-moi, cardiovasculaire, c'est ça, cancer. Il coûte énormément. En fait, de manière très concrète, il coûte en moyenne 13% du PNB national. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est 13% du GDP mondial qui est investi justement dans les maladies, avec une proportion prépondérante vers la fin de vie. L'idée de remplacer cette réalité-là et cet individu par un individu qui vit de 0 à 100 ans, qui commence à produire à 25 ans et qui va être en bonne santé, donc il va pas coûter de l'argent à la société en traitement de maladies chroniques et qui va pouvoir travailler jusqu'à 90, 95 ans, et ben d'un point de vue encore une fois purement amoral, juste en regardant la productivité, ben, c'est un individu qui tout simplement va être capable de produire plus et va coûter moins à la société. Donc ça c'est une réalité vraiment très économique et palpable. Maintenant, concernant la réalité aujourd'hui, de manière très concrète, investir dans la prévention, ça permet immédiatement de dépenser moins sur les traitements de maladies quand il commence à y avoir des symptômes. Un exemple très concret, aujourd'hui en France, il y a probablement entre 10 et 20% de prédiabétiques. Le prédiabète est une condition qui précède le diabète de type 2, qui est réversible et qui est complètement asymptomatique. C'est-à-dire que le corps développe une insensibilité à l'insuline qui dure entre 5 et 10 ans. Et au bout de cette période-là, le médecin va vous dire, vous allez avoir des symptômes très gênants, et le médecin va vous dire, bah, voilà, tu as le diabète de type 2 et maintenant tu vas être Hmm. prédisposé à plein d'autres maladies, puisque le diabète de type 2, c'est la base de toutes les autres maladies chroniques, et on ne peut rien y faire. Investir aujourd'hui dans la prévention, et c'est pas grand-chose en fait, c'est des glucomètres que tu vas fixer sur l'arrière de ton bras. Ouais, on l'a C'est fait tous les deux. des, Hmm. oui, on l'a fait tous les deux. C'est manger plus sain, c'est manger moins de sucre. En fait, c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher du tout en prévention et qui coûtent incroyablement cher en médecine curative si on n'a pas fait attention. Donc ça, vraiment des choix stratégiques qui sont des no-brainers d'un point de vue politique de santé publique. Après, il y en a d'autres, effectivement, il faut investir maintenant pour que dans 20 ans, ça aille mieux. Oui, Hmm. je comprends effectivement qu'il y ait une notion d'investissement, mais je comprends également qu'il y ait une notion de choisir où est-ce qu'on investit et peut-être en investissant dans la santé préventive et dans la longévité, ben, ce serait mieux qu'investir dans plein d'autres trous béants qui sont aujourd'hui en France et Comme le ailleurs dans le nettoyage monde de au la niveau des... Seine, par exemple. Voilà, exactement. Exactement. Des exemples, on en a plein, Oh non, on les connaît tous. malheureusement, on en a à foison, c'est clair. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Surtout, ça fait écho avec, tu vois, une statistique que j'ai vu passer. Alors moi, ça fait déjà quelques années que j'en parle sur mes réseaux. Alors pas tout le temps, mais de temps en temps, je l'évoque. C'est l'effondrement de la natalité. Et là, aujourd'hui, un croisement de deux courbes qui est... alors là, en France, hein, on est à des niveaux d'effondrement
qui sont pires que ce que les scénarios les plus négatifs qu'ils avaient anticipés. Et on a aujourd'hui plus de morts que de naissances. C'est dramatique, c'est très triste. Et justement, ça fait écho, tu vois, j'y pensais pendant que tu es en train d'expliquer ben, l'investissement que ça représentait et le gain pour, à l'échelle d'une société. Ben, dans un monde comme ça, est-ce que eh ben, il n'est pas cohérent de faire en sorte que ta population vit plus longtemps, en meilleure santé, et au-delà de l'aspect juste économie d'un point de vue santé, bon alors ça c'est un tabou en France hein, parce qu'on a du mal avec le fait de travailler, mais globalement, ben, bosser aussi plus longtemps quoi. C'est-à-dire partir, Ouais, la santé, le travail, c'est la santé, on le dit. ouais, Alors, il faut que ce soit un travail l'activité, intéressant, je suis tout à ce fait qui te d'accord, mais, maintient en vie. mais on se rend pas compte à quel point les personnes, lorsqu'elles sortent des mécanismes et du cadre social que qu'offre un travail, à quel point c'est la déchéance à tous les niveaux, quoi. Perte d'autonomie, perte de sens de vie, perte de lien social, perte de tout, en fait. Mhm. Donc moi, quand j'ai découvert ça, j'étais en 2021 et c'était euh, les grands mouvements sociaux et les débats au sujet de l'âge de la retraite. Et pendant que moi, je savais qu'il y avait des recherches qui permettaient aux gens de vivre 10, 20 ans de plus en bonne santé, en France, dans les journaux principaux, on voyait justement l'âge de la retraite. En fait, ce serait quand même super de vivre 20 ans de plus et peut-être de travailler 10, 15 ans de plus. Enfin, c'est ça le vrai sujet. Et j'ai trouvé qu'il y avait une décorrélation totale entre les réalités et les faits les plus marquants qui sont censés nous impacter nos vies, d'un côté, et puis de l'autre côté, le débat public, complètement Ouais. décalé, complètement à côté de la plaque. Et 4 ans plus Signé tard, ça n'a avec pas ça. changé. Ouais, Signé avec le ouais, SAV. malheureusement. Ouais. Et alors, pour revenir, tu vois, à ton approche et ta stratégie, est-ce que tu penses que justement investir dans des biotech va t'aider à accéder à certaines technologies pour accroître ta durée de vie? Et on va y venir aussi sur l'aspect accessibilité après à ces technologies. On a peut-être pas un avis qui est le même là-dessus, mais on va y revenir dessus. Déjà, voilà, est-ce Euh, que tu penses que là, ce que tu es en train de mettre en place, l'écosystème que tu as déployé, le forum, le club, les biotech, le réseau mondial et international que tu es en train de tisser, bah, c'est quelque chose qui, d'un point de vue, alors très, tu vois, personnel, hein, mais moi je suis de l'avis que d'abord on se sert et quand on s'est servi, eh ben on est en capacité d'aider les autres. Donc, est-ce que toi, tu penses que là, tu es en train de préparer les bases, les fondamentaux de justement ta longévité dans le futur? ouais, ouais, donc il y a là une réalité vraiment très intéressante qui est que c'est pas en mangeant des bananes et en pédalant un peu plus que on va changer l'histoire de l'humanité, quoi. C'est sûr, ça permet d'être en bonne santé un peu plus, d'être un peu plus dynamique à 20, à 80 ans, 90 ans, faire un marathon à 80 ans, etc. Mais c'est pas ça qui va changer le monde, en fait. Et donc, c'est vrai, c'est bien de le faire. Mais si tu veux aller encore plus loin, il faut rentrer vraiment dans les arcanes du fonctionnement du vivant au niveau biologique, au niveau cellulaire et commencer à comprendre ces mécanismes du vieillissement. Et en fait, il y a en 2012-2013, il y avait plein de chercheurs qui se tiraient la bourre sur le fait de dire ah ben le vieillissement c'est le raccourcissement des télomères. Ah ben non, le vieillissement en fait c'est les mutations génétiques de l'ADN qui évoluent et qui dégradent l'ADN. Ah ben non, en fait, c'est les mitochondries qui vieillissent. En fait, il y avait plein de gens avec plein de théories. Au moment, il y en a un qui a dit, mais les gars, attendez, mais c'est tout en même temps, quoi. Le vieillissement, c'est un processus complexe, multidimensionnel. Et ils ont réussi à créer une espèce de consensus scientifique au début, on avait 6 et maintenant, il y a 12 mécanismes du vieillissement. Je donne quelques exemples. Le raccourcissement des télomères, donc en fait, vos chromosomes ont des portions qui ne codent pour rien, qui sont en apparence inutiles, mais à chaque reproduction de vos cellules, ils se raccourcissent un petit peu. Voilà. Et puis au bout d'un certain temps, elles disparaissent complètement, et c'est là où la reproduction de vos cellules va commencer à rogner sur des portions importantes de votre génome. Voilà. Donc le raccourcissement des télomères, c'est un exemple. Alors, le problème, c'est que si les télomères sont trop longs, ça favorise les cellules cancéreuses. Donc, il y a tout ça, c'est très complexe dans le détail. Mais juste pour dire, là, on a un mécanisme du vieillissement qu'il faut comprendre dans les détails et qui peut être traité. Un autre, c'est le vieillissement des mitochondries. Les mitochondries, c'est des petits organes à l'intérieur de vos cellules qui sont des usines d'énergie, de production d'énergie de vos cellules. Plus vous avancez dans l'âge, moins ces petits organites-là, ça s'appelle des organites, sont efficaces au point qu'elles produisent plus suffisamment d'énergie et donc votre cellule, elle va utiliser cette énergie-là là où c'est le plus important. Et du coup, il y a plein de processus de nettoyage de la cellule, d'autophagie qui ne seront plus mis en œuvre.
Ça, c'est un autre mécanisme. Donc, en fait, l'idée concrètement de ces stratégies d'investissement, c'est de se dire que il y a 12 mécanismes du vieillissement. Il faut investir de manière méthodique, systématique et financer des startups qui travaillent à la compréhension et à l'arrêt, on fait du processus du vieillissement de chacun de ces mécanismes-là. Et se dire qu'en fait, plus on a d'équipes, plus on a des chances qu'on comprenne ce mécanisme-là et qu'on arrive à le ralentir, l'arrêter, voire même l'inverser. Et comme tu disais, si on peut faire plein d'argent en plus en misant en fait sur ces startups-là, parce que dès qu'il y en a une qui découvre une molécule qui peut significativement influer sur ce processus, c'est toute l'industrie pharmaceutique qui va se jeter dessus. Et c'est des milliards d'êtres humains qui vont être voilà un Impacté. marché solvable impacté. Ben là, effectivement, on touche du doigt, c'est toutes les étoiles qui sont alignées, à la fois côté personnel, à la fois côté longévité et à la fois côté business et investissement. Ok. Et alors De justement, manière, Cédric, prenons. juste de Ouais. manière très concrète, je voulais illustrer quelque chose. Donc moi, j'ai un gène ApoE avec deux allèles, donc E3 et E4, qui m'exposent à des maladies neurodégénératives. Quatre fois, avec une probabilité quatre fois supérieure à celle de la moyenne de la population. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir deux E4, mais il se trouve que je suis pas pire, mais je suis pas super non plus. Eh bien, quand je vois des sociétés qui ont des hypothèses de travail et des résultats prometteurs dans le domaine de la lutte contre les maladies neurodégénératives, bien évidemment que je vais investir et je me dis, et c'est génial parce que je vais pouvoir être parmi les premiers à bénéficier de ces traitements-là, peut-être même en essai clinique, et en même temps, vu que c'est des fléaux majeurs de l'humanité aujourd'hui, bah, le retour sur investissement, on parle de fois 100, fois 1000, en fait, c'est sans mesure. Alors, on va revenir sur l'aspect justement accessibilité à ces technologies. Est-ce que tu veux bien parler, j'avais pas prévu de le faire, mais du dernier investissement startup biotech, dont d'ailleurs tu as parlé sur ton LinkedIn. Je vous mets le lien vers le Oui. LinkedIn de Gabriel si vous voulez Mhm. aller le suivre, puisqu'il publie régulièrement du contenu autour de ça, pour illustrer justement le type de game changers qui peuvent survenir dans le domaine de la longévité, dans le domaine des medtech. Et je trouve que l'exemple est particulièrement intéressant puisqu'il voilà, ça challenge aussi l'utilisation de l'IA. On va en reparler aussi un peu plus loin. Voilà. Je te laisse, si tu veux bien, si tu es à l'aise avec ça, Ouais, donc il s'agit parler de. de PT Medicine, j'imagine. Mm. Oui, Post-Translational oui, Medicine. absolument, c'est ça. Ouais, et donc c'est une histoire incroyable. C'est un chercheur qui a travaillé pour Altos Labs. Altos Labs étant la société aujourd'hui la mieux financée au monde dans le domaine de la longévité. Jeff Bezos notamment a investi dedans, mais pas que. Et donc ces gens, ils ont tellement d'argent que ils ont recruté une grande partie des prix Nobel qui travaillent de près ou de loin sur la longévité. Et donc, il travaille principalement sur la reprogrammation cellulaire. C'est pas que, il y a une aura de mystère et puis il communique pas beaucoup. Mais en tout cas, on sait que les cerveaux les plus brillants au monde travaillent dans cette société-là pour voilà découvrir les mécanismes du vieillissement et lutter contre et les ralentir. Et donc, ce chercheur, entrepreneur, qui s'appelle Brian Ngo, a quitté Altos Labs parce qu'il avait l'impression que les choses n'avançaient pas suffisamment vite à son goût. Donc, c'est pour dire un petit peu le degré de dynamisme du personnage, accompagné de deux prix Nobel. Pour aller explorer ce qui s'appelle le dark proteome. L'idée concrète, c'est que alors les protéines, c'est de longues chaînes d'acides aminés, se plient dans tous les sens et à cause du fait que c'est des molécules tellement complexes, on ne sait pas comment les décrire, on ne sait pas comment les analyser, on ne sait pas comment les explorer. Résultat des courses, aujourd'hui en 2026, on connaît uniquement 0,3% de toutes les protéines qu'on peut trouver dans le corps humain, qu'on appelle le protéome humain. Eh bien, Brian a trouvé une méthode extrêmement innovante qui combine intelligence artificielle, spectroscopie de masse et certaines technologies propriétaires, notamment euh, probes. Alors, comment ça s'appelle? De sondes
sonde chimique qui permet d'explorer le protéome humain à l'intérieur d'une cellule, donc sans détruire la cellule. Donc on l'explore de manière dynamique. Et on voit comment ces chaînes d'acides aminés, comment ces protéines sont modifiées après la phase translationnelle, c'est-à-dire après la production par les ribosomes. Et comment est-ce que le changement de ces protéines-là permet de décrire certaines maladies? Et comment est-ce qu'on peut justement inverser le processus et changer le protéome humain avec des effets directs sur le processus du vieillissement. Donc c'est incroyable. Ça pourrait être la prochaine révolution dans l'industrie pharmaceutique sur les 30 prochaines années. L'industrie pharmaceutique, voilà, elle fonctionne sur la base de grands changements de paradigme qui arrivent en moyenne une fois tous les 30 ans. Après le changement de paradigme, on découvre ce qu'on peut, et puis au bout d'un moment, on arrive sur une phase de plateau, et boum, il y a une autre découverte qui vient, et c'est comme ça que la recherche avance. Et donc on est là peut-être à l'origine de la prochaine révolution dans l'industrie pharmaceutique sur les 30 prochaines années. Merci. Tu maîtrises bien ton sujet, bravo. Et voilà, on parle, pour que vous compreniez, hein, si ce projet réussit, on parle pas d'une valorisation de 100, 200 millions, 300 millions, mais c'est On très parle de centaines de rapidement. milliards. On parle de Voilà. centaines de milliards. Après, ce qui est intéressant, c'est que cette boîte, comme toutes les boîtes biotech et les boîtes en général, elle va passer par plusieurs phases de développement. Là, on est très tôt. Probablement avant qu'elle vaille des centaines de milliards, elle va être Oui, là, on est rachetée en par des big seed. pharma. Mm. Là, on est en seed. Et donc, nous, probablement, on va sortir bien avant pour des plus-values très, très intéressantes. Mais en même Ouais, ça temps, sera sur voilà, des les big valorisations pharma de, si vont ça se fait, de rapidement quelques mettre le milliards. grappin Mm. dessus. Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est des multiples, hein, pour vous compreniez, de fois plusieurs centaines, fois plusieurs milliers. Déjà, sans attendre le bout du processus. On verra bien, hein, c'est des paris sur l'avenir. On essaye de maximiser les probabilités de réussite, mais aucune certitude. Moi, le Alors message, merci. juste Oui. une chose, je veux juste faire passer un message là-dessus, parce que c'est vrai que les investissements dans la biotech sont très risqués. Mais on est aujourd'hui dans le domaine de la longévité, là où l'intelligence artificielle était entre 2015 et 2020 à peu près, avant l'arrivée de ChatGPT. Et en fait, il y a un certain monsieur qui, à l'époque, était un peu anonyme, qui s'appelle Sam Altman, que tout le monde connaît maintenant, qui travaillait chez Y Combinator et qui était quelque part dans l'endroit où il y a le plus d'innovation. Et donc, il a senti qu'il y avait une équipe, il y avait des changements structurels de technologie qui avaient un haut potentiel d'aboutir sur ce qui est devenu ChatGPT, et le reste est devenu histoire avec un grand H. On est aujourd'hui dans la longévité, dans la même situation, dans les 5 à 10 prochaines années. Il va y avoir une espèce de moment ChatGPT de la longévité à partir duquel les valos vont tout simplement exploser. Et l'idée, c'est justement d'être au bon endroit au bon moment, quand ce domaine-là est encore un peu confidentiel, avant d'avoir cette espèce de bulle qui va gonfler de manière très très importante, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les valos des startups dans ce domaine. Bah, justement, la liaison avec l'intelligence artificielle, on va avoir l'occasion, comme je disais tout à l'heure, d'en parler un petit peu après. Merci pour cette précision qui était importante. Et justement, sur l'accessibilité de ces technologies, est-ce que tu penses vraiment, toi, que le grand public aura accès à ces technologies, ou que ça sera limité uniquement à certaines personnes qui ont soit les bons réseaux et ou les moyens d'y accéder? Ouais, ouais, question très intéressante, et souvent on me la pose. Et je vais te dire de manière très sincère et innocente ce que je pense. On aurait pu se poser la même question pour ChatGPT. Le fait est que aujourd'hui, on peut utiliser ChatGPT, c'est gratuit, ou ça coûte $20 si tu veux aller un peu plus loin. Si on prend un peu de recul, toutes ces technologies révolutionnaires concernant l'intelligence artificielle, faut quand même avouer qu'elles sont accessibles à tout le monde, quoi. Pourquoi? Peut-être pas pour les bonnes raisons. Parce que l'intelligence artificielle se nourrit de données. Et ces données-là, elles sont fournies par des centaines de millions, des milliards d'individus. Hmm. Et donc, quelque part, pour faire en sorte que cette technologie-là puisse exister, il fallait des quantités massives de données que seulement des milliards d'individus pouvaient créer en interagissant au jour le jour avec cette techno-là. Pour le meilleur ou pour le pire, dans le domaine de la biotech, on fait face exactement à la même réalité. Nous avons cet exemple de Brian Johnson dont tout le monde parle, qui essaie toutes sortes de choses sur lui, et on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Le fait est que si c'est pas parce que ça marche chez lui que ça marchera chez vous, et ça marchera chez vous à partir du moment où on aura testé un certain traitement à large échelle,
on verra les essais cliniques, on verra les résultats, on verra les effets adverses, les effets secondaires. C'est secondaire. Euh, voilà. Et on va transformer une techno qui est certes très prometteuse en un produit hyper safe que tu pourras tester avec 0,01 de chance de problème. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que la longévité aujourd'hui, on fait face au même problème. On a besoin de milliards d'êtres humains qui testent toutes sortes de produits et qu'on soit capable en fait de mesurer certains biomarqueurs pour voir comment est-ce que leur corps réagit par rapport à ces traitements-là, pour pouvoir savoir si le traitement en question est safe ou pas et pour quelle personne et ce qui fonctionne et à quelle vitesse et ainsi de suite. Donc moi personnellement et quand je vois encore une fois les challenges et les défis de ces sociétés qui travaillent dans le domaine, une micro-élite qui dispose de certains traitements que la plupart des gens n'ont pas, en fait, moi j'y crois pas. Pour cette raison-là, parce que avant que cette élite puisse tester un produit, utiliser un traitement, elle voudrait être sûre que ça fonctionne et qu'elle Mm. n'aggrave pas la situation plutôt que de l'améliorer. Et pour ça, elle va avoir besoin de masse de gens qui auront déjà testé ce produit et qui montreront qu'effectivement c'est suffisamment safe, ça a un profil de sûreté suffisant pour pouvoir le tester. Euh, Probablement que certains traitements vont être accessibles pendant un certain temps à une élite, mais certains traitements, mais encore une fois, je pense pas que globalement, ce sera la réalité qui sera la nôtre dans les 10-15 prochaines années. Pour ces raisons-là, quoi. Ok. Et Ah, c'est ça pour fait ça que moi, sens. par exemple, je donne un exemple hyper Mm. concret. Donc, Liz Parrish, elle a développé donc toute sa vie, en fait, c'est la CEO, la fondatrice de BioViva. Ce qu'ils Je vous font, mets le c'est lien qu'ils vendent des vers le thérapies géniques. LinkedIn de Liz Parrish Ouais, parce ouais, que de je l'ai Liz cherché Parrish. juste après. Là, je l'ai trouvé sur. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur forum.2060.life. Voilà, je Ouais, vous ouais. mets le. Allez voir sur le forum. Donc là, je donne cet exemple concret. Donc elle a testé sur elle-même des traitements qui coûtent 200, 300 000 dollars. On va dire, ça c'est très cher, c'est l'apanage d'une minorité, etc. Mm. Mais moi, j'ai les moyens de faire ça si je le souhaitais. Sauf qu'en fait, je ne le fais pas parce que ce n'est pas suffisamment sûr à mon goût, que je suis jeune encore, en état de santé optimale, et que je n'ai pas envie de jouer à la roulette russe. Peut-être que si j'avais 80 ans, ben, je testerais des choses qui sont très incertaines et très expérimentales. Pour l'instant, je ne le fais pas. Donc, j'ai besoin de cet échantillon statistiquement représentatif de gens. Je veux qu'il y ait 100 000 personnes qui aient eu ce traitement-là avant de moins sauter le pas. Et je pense que très souvent, les personnes qui ont les moyens, même si elles ont les moyens, ne vont pas le faire, à moins que ce soit des situations, encore une fois, extrêmes, Mm. ce qui va représenter un petit pourcentage de la population. Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a besoin d'un cheptel pour tester d'une manière massive avant de pouvoir nous en profiter d'une manière safe. Ouais, ouais, c'est des gens qui, voilà, quand tu as un cancer et que le médecin te dit que tu vas mourir dans 6 mois, probablement que tu vas essayer des choses qui sont expérimentales dans d'autres Bien sûr. pays et que si tu as de la chance, tu vas survivre et tant mieux pour toi. Et qu'en même temps, tu vas faire profiter l'ensemble de l'humanité de données statistiques sur l'évolution de la maladie en question te concernant. C'est vraiment hyper intéressant. Je dois avouer que je l'avais pas considéré sous cet angle-là. Et je dirais que pour le grand public, du coup, c'est plutôt positif. Et on en revient à la problématique de natalité qui est chronique hein, dans la plupart des pays occidentaux. Tout le monde parle de ah, on est trop nombreux sur Terre, etc. Vous inquiétez pas, hein, la courbe de natalité, elle, elle ralentit très très fortement, en tout cas dans tout ce qui est pays occidentaux. Bien sûr, il y a d'autres pays dans lesquels c'est encore en croissance, notamment par exemple, sauf erreur, l'Afrique, à minima. Mais voilà, le fait comme ça de pouvoir prolonger la vie des individus et donc leur activité et donc l'activité économique et de ne pas avoir un effondrement à ce niveau-là dans le mode de fonctionnement de l'humanité qu'elle a poursuivi jusqu'à maintenant, on est peut-être vraiment dans l'alignement des planètes au-delà du fait de, tu vois, de l'envie de vivre plus longtemps, c'est juste peut-être une nécessité civilisationnelle pour perdurer, quoi. Alors, bah justement, tu vois, j'avais prévu juste après d'aborder ce sujet de problème de natalité. Alors, je reprends mon déroulé, on s'en est un petit peu écarté. Alors, toi, justement, tu vois, si tu te projettes allez, on va dire à 40 ans,
voilà, 2060 et au-delà. C'est quoi est-ce que tu vois, tu te fais peu des projections sur comment le monde pourrait fonctionner à horizon de 40 ans Ouais. avec ces technologies qui émergent et qui répondent à tes attentes? Tu parles de la longévité en particulier ou de Je parle l'ensemble des de, non, non, technologies et plus des large, changements hein. de société? Ouais, Je ouais. parle de Donc, moi, je changement de vois. société, de Ouais, civilisation, ouais, de ouais. organisation géopolitique. C'est très large comme question, c'est fonctionnement du monde. Hum, hum. Euh, Moi, je vois un changement fondamental de paradigme au niveau de l'espèce humaine. On va quitter ce paradigme des ressources limitées pour rentrer dans une ère de l'abondance. Abondance d'énergie avec la fusion nucléaire, abondance de vie avec la longévité, abondance d'espace avec la conquête interplanétaire, voilà, la colonisation de Mars et d'autres planètes. Abondance d'intelligence avec la fusion entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Abondance de loisirs avec des robots qui vont travailler pour nous. Tout ça, c'est à notre portée, probablement même avant les 40 prochaines années, quoi. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on foire pas maintenant, qu'on s'autodétruise pas, qu'il n'y ait pas une espèce de guerre nucléaire qui détruit complètement l'humanité et la marge, le surplus d'énergie et de disponibilité qui permet justement de faire advenir toutes ces technologies-là. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on s'autodétruise pas pour avoir accès en fait à cette ère de l'abondance. Voilà comment moi je vois l'avenir. Je sais pas si tu as lu cette expérimentation qui a été faite il y a peut-être 70 ans sur des rats qui a Ouais, été testée plusieurs fois, où justement on les a mis dans un environnement où ils avaient tout. Ils avaient de l'abondance, voilà, tout ce qui leur fallait. Et où systématiquement, et je crois qu'ils l'ont répété genre 50 fois l'expérience, quoi, même chose. systématiquement, ça arrivait Ouais, à un on le fait. effondrement civilisationnel. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on n'est pas, on n'est pas victime de nos gènes, quoi. Aujourd'hui, la thérapie génique permet de changer même le programme génétique qui nous définit en tant qu'humains. Et ce sera encore, a fortiori, encore plus le cas dans les prochaines dizaines d'années. Euh, Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, ouais, il faut une résistance, quoi. Il faut toujours aller au-delà de ce qu'on peut. Il faut aller chercher la résistance et puis pousser les limites de ce qu'on peut faire. Moi, je m'ennuie pas avec ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, même cette expérience, si on regarde dans le détail, il fallait plusieurs générations de rats avant que Ouais. leur société se détruise. Donc au début, ils étaient contents, quoi. Et nous, on est dans cette phase où on est en train de passer d'une situation où tu vas mourir, t'as pas d'argent, faut que tu bosses toute la journée, c'est chiant, etc. Dans une situation où tous ces trucs, depuis des générations, les êtres humains ont espéré avoir, que tu peux avoir. Donc il y a dans cette analogie avec cette expérience, on est dans les premières générations où effectivement tout se passe bien avant qu'il y ait d'autres problèmes. Donc moi, encore une fois, je suis entrepreneur. Les sujets philosophicaux, métaphysiques, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Déjà, je suis beaucoup plus long terme. Je réfléchis à une échelle beaucoup plus long-termiste que le commun des mortels, la société en général, qui réfléchit qu'est-ce que je fais à la fin du mois, l'année Mm. prochaine, dans quelques années, quoi. Donc, en termes d'échéance, tu vois, de réflexion et de projection, des 10 prochaines années, c'est déjà 10 ou 20 ou quelques décennies. Je pense qu'on ne sera pas là-dedans. Dans 200, 300 ans, peut-être qu'on va avoir des problèmes liés en fait à cette expérience et aux conséquences. Mais on n'en est pas là, quoi. Ok. Néanmoins, je retire un truc là par rapport à ce que tu viens d'évoquer, c'est effectivement le fait d'avoir la capacité au final de reprogrammer le génome humain. Et peut-être que, alors moi j'ai un avis là-dessus, hein, c'est que, et je sais que c'est très peu consensuel. Pour avoir eu des difficultés avoir des enfants, où la première, ça a duré 4-5 ans avant de l'avoir, je me suis posé plein de questions sur aussi est-ce que j'étais en droit de procréer? Est-ce que au final, le fait que je n'arrive pas à avoir d'enfants, est-ce que c'était normal que j'ai quand même des enfants, malgré le fait que naturellement, on n'arrive pas à en avoir, quoi. Et là-dessus, j'ai eu des réflexions aussi sur l'aspect évolution de l'humanité, où aujourd'hui, il y a des tas de gens qui survivent, qui au final auraient dû crever. Alors je sais que ça peut paraître très cru comme ça, mais je veux dire, c'est pragmatique. C'est pas, c'est super qu'il y ait des gens, et moi le premier, typiquement j'ai eu une méningite virale quand j'étais gamin, j'aurais dû crever s'il n'y avait pas eu la médecine, et je suis le premier heureux. Mais pour autant,
est-ce que ça ne se crée pas justement un niveau de sélectivité, enfin une perte de sélectivité justement au niveau espèce, au niveau ADN, puisque c'est le mode de fonctionnement des espèces d'une manière générale, c'est que les plus faibles sont bouffés ou meurent de manière à avoir une ramification de l'ADN. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la civilisation dans laquelle on est, pour ma part, ma pensée, c'est que la seule chose que l'on peut faire pour éviter un effondrement d'un point de vue génétique, d'un point de vue civilisationnel, c'est d'intervenir directement sur la gestion du génome. Alors je sais, ça fait très Bienvenue à Gattaca, Mhm. des films comme ça, mais pour moi, ça me paraît inévitable dans la survie et la continuité de l'espèce humaine. Et au final, est-ce que c'est pas ce que tu évoques là sur le fait de transcender notre condition d'être humain en disant ben voilà on reprend l'expérience des rats et pour éviter que ça tourne comme ça il va falloir changer le mode de fonctionnement je dirais de notre génome et c'est le principe au final d'aller modifier et d'aller à contre la nature en quelque sorte mais on peut dire que tout ce qui peut faire l'humain au final c'est aussi dans la nature pour moi on l'exclut pas de se rendre, de vivre beaucoup plus longtemps par rapport à ce qui était prévu, on va dire, à l'origine. Et Ouais, ouais. là-dessus, Mhm. je fais le parallèle aussi, et je voulais savoir ce que tu pensais de Neuralink. Voilà, plein de choses, je te laisse Ouais. réagir. Ouais. Bah, en fait, il y a deux grandes directions dans lesquelles on va évoluer. On est déjà en train d'évoluer. Toutes les deux ne sont pas régies par les lois Antinomique, ne sont pas très antinomiques, mais bien. ne sont pas régies par les lois de l'évolution, je veux dire. Les lois de l'évolution, c'est comme tu dis, c'est la sélection naturelle avec un génome qui s'adapte à l'environnement par la mort des individus et l'impossibilité de se reproduire des individus qui sont pas adaptés. Là, en fait, il y a deux trucs qui sont en train de se passer qui ne sont pas régis par cette réalité-là, qui a été la nôtre, de l'espèce humaine jusque récemment. Fusion avec la machine. Donc là, concrètement, tu vas avoir des membres qui vont être plus performants que les membres biologiques, quoi. Donc ça, c'est pour un cerveau. On a aujourd'hui, tu Mm. parlais de Neuralink, mais pour moi, Neuralink, alors c'est pas la seule boîte qui fait ça, mais d'un point de vue un peu de principe, c'est la fusion de l'homme et de la machine. Et probablement la seule manière de l'espèce humaine et de la vie biologique de survivre à l'intelligence artificielle. Je voulais dire que de toute façon, parlant d'évolution, de toute façon, ça fait bien longtemps que l'espèce humaine n'évolue plus selon ses règles de sélection. Aujourd'hui, tu as une maladie, eh ben, tu aurais dû crever au 17e siècle. Aujourd'hui, tu vas te soigner, et puis ton enfant va se soigner, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que le problème, c'est maintenant, et ça me fait penser d'ailleurs à ce film que je recommande bien volontiers à ceux qui veulent bien passer 1 heure et demie sympa, Idiocracy. C'est l'histoire Ouais. d'une société dans un avenir proche dont le coefficient l'intelligence diminue parce que les personnes qui ne sont pas intelligentes se reproduisent facilement parce qu'il y a une espèce d'inconscience de la responsabilité d'avoir des enfants, alors que les personnes intelligentes, sous le poids de la responsabilité d'avoir des enfants, de bien les éduquer, etc., ben, finalement, ils n'en font pas. Et donc, au bout de quelques centaines d'années, les humains ont une intelligence en baisse. Et donc là, on a un exemple, une espèce de caricature de ce mécanisme d'évolution qui ne fonctionne plus. Et je pense qu'on n'est pas loin aujourd'hui dans le monde à vivre exactement ce type de réalité-là. Bon, voilà, j'aurais d'autres choses à dire, pas forcément liées à la longévité, mais à la marche du monde dans son ensemble à ce sujet. Ce film a été fait en 2006. Là, je regarde en 2025, donc 20 ans après, et en fait, c'est incroyable comment des éléments de ce film qui était une comédie se retrouvent dans la réalité aujourd'hui, quoi. C'est Ouais. incroyable le degré de prémonition que le réalisateur de ce film a eu à l'aune, en fait, de la réalité telle qu'elle est 20 ans après. Bah, souvent d'ailleurs, l'industrie du cinéma a été comme ça visionnaire pour un certain nombre de modifications civilisationnelles, sociétales. Ouais, et effectivement, allez voir ce film. D'ailleurs, ça me donne envie de le revoir. Merci, Je Gabriel. pense que c'est un rappel important. Tous les 10 ans, il faut le voir pour essayer de ne pas tomber dedans, quoi. Pour essayer de s'en éloigner. Et justement, par rapport à l'alignement des planètes, alors, je pense qu'on est d'accord que là, l'émergence de l'IA donne un coup d'accélération monumental à l'évolution des nouvelles technologies qui vont émerger, et un coup d'accélération et même des solutions concrètes à des limites
que commençait à toucher le monde des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Ouais, moi sur les six startups dans la longévité dans lesquelles j'ai investi, trois ont fait intervenir de manière peut-être secondaire, voire même principale, l'intelligence artificielle dans leur projet de recherche. J'ai parlé de PTM, Post-Translational Medicines, dont on a investi ensemble en fin d'année dernière. Mais Clarity, une autre société qui a trouvé la première société à avoir découvert une molécule On a appelée investi aussi tous les cyclodextrine. deux sur celle-là. Mhm. Voilà, exactement, qui aboutit à la régénération et au rajeunissement du système cardiovasculaire. Donc, cette molécule a été découverte grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a de plus en plus de sociétés et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je suis très bullish et très optimiste sur les progrès à venir dans les prochaines dizaines d'années. Incontestable. Ok, parce que ça vient accélérer tout ce qui est recherche, découverte. Là où il Ouais, fallait une armée de chercheurs ou un chercheur qui y passe une année, l'intelligence artificielle, on le voit, peut arriver au même résultat en l'espace de quelques heures, de quelques jours, quoi. il y a des sociétés, notamment In Silico Medicine, ça s'appelle, qui fait de la découverte de médicaments avec de l'intelligence artificielle et dont le projet est de créer une chaîne entièrement automatisée de recherche de A à Z, c'est-à-dire les molécules sont testées dans des milliards de versions in silico, dans des modélisations numériques. Il y a une présélection de quelques molécules qui ont le plus de chances de fonctionner dans la réalité, parce qu'il faut savoir comment aujourd'hui cette modélisation in silico n'est pas 100% fidèle à la réalité, mais ça permet de sélectionner quand même les candidats les plus probables. Et ensuite, c'est encore l'intelligence artificielle qui va faire les tests in cellulo et dans des wet labs, dans des laboratoires avec des molécules, et qui va ensuite analyser les résultats. Tout ça avec publication des résultats et aussi avec lecture des nouvelles recherches qui apparaissent tous les jours, des papiers, Mm. des études qui apparaissent tous les jours pour alimenter la recherche et la sélection d'hypothèses de travail. Et tout ça de manière, voilà, donc c'est des laboratoires en Chine, en l'occurrence, qui sont entièrement automatisés grâce à l'intelligence artificielle, avec des bras robotisés qui mettent les produits dans les éprouvettes, qui testent les résultats. Enfin, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle que je pense on va craquer le problème très rapidement. Euh, alors, on le comprend là par rapport à ce que tu expliques, c'est un secteur qui est en pleine croissance, très prometteur. Pour autant, dans le domaine de tout ce qui est longévité, enfin, moi j'ai vu quelques trucs où tu dis, ça a l'air un petit peu bullshit tout ça. Est-ce que toi, c'est quoi justement tu vois, les choses les plus bullshit que tu as pu passer, les plus grosses arnaques? Est-ce que tu en vois régulièrement? Ou est-ce que ça reste un secteur qui est encore clean là-dessus ou pas tellement? Non, non, c'est pas clean là-dessus. D'ailleurs, c'est tellement pas clean que la vente de médicaments pour rester jeune, la vie éternelle, rester jeune, etc. Bah, ça a pas été le premier métier du monde, ça a été le deuxième métier du monde. On sait très bien quel était le premier métier du monde. Donc en fait, depuis la nuit des temps, des charlatans vendent des produits soi-disant censés te permettre de vivre Miraculeux. en bonne Mm. santé, de rajeunir, etc. Donc en fait, l'industrie dans son ensemble bénéficie dès le départ, depuis la nuit des temps, d'une réputation complètement catastrophique, qui a plombé en fait le secteur pendant très longtemps et même récemment, quoi. Là encore une fois, ce qui a changé en 2010, c'est qu'on a découvert, il y a un prix Nobel quand même qui a été octroyé, donc c'est pas rien, pour rajeunir une cellule. Et là, ça a été quelque part le point d'inflexion de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, de la même manière que avec l'intelligence artificielle, et je me rappelle depuis 20 ans, et j'étais dans la tech avant, si tu mettais pas le mot-clé intelligence artificielle, tout simplement, tu levais pas de fonds, ça marchait pas. Donc, il fallait le mettre d'une manière ou d'une autre. Et donc, la longévité n'est pas exempte de ce genre d'abus, c'est clair. Moi, j'en vois tous les jours. D'ailleurs, bah, c'est rigolo, c'est intelligence artificielle plus longévité. Il y a plein de trucs avec l'intelligence artificielle. On va faire ceci, cela. Il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Il y a un autre domaine où il y a énormément de bullshit et les gens sont assez prêts à accepter ce bullshit-là et je trouve ça hallucinant, c'est dans le domaine des compléments alimentaires. Mm. Dans le domaine des compléments alimentaires, c'est incroyable. En fait, la seule manière aujourd'hui de prendre des compléments alimentaires de manière rigoureuse et sérieuse, c'est de faire des analyses de sang tous les 6 mois
et d'adapter le cocktail de compléments alimentaires qu'on prend en fonction de l'évolution de tes biomarqueurs. Ça, c'est la seule manière sérieuse de le faire. Et il y a, je sais même pas 1% de la population qui fait ça. On en prend parce que on a vu telle star sur Moins d'un YouTube pour qui en cent, ouais, c'est prend, clair. que, que notre pote en a pris et qui se sent bien, et donc du coup on se dit, bah, on va le prendre aussi, mais c'est pas parce que chez lui ça marche que chez nous ça va marcher. En fait, c'est une catastrophe, quoi. Et en même temps, c'est un business incroyablement rentable où tu vérifies pas l'avant, tu vérifies pas l'après, et en même temps tu le prends. Tu vois. Autant aller chez un parapsychologue, c'est à peu près la même chose, quoi. Un autre domaine où il y a beaucoup, beaucoup de bullshit, c'est dans le domaine des cosmétiques. Là encore, j'étais à San Francisco et je donnerai pas de nom, mais quelqu'un qui essaie de me vendre un produit de rajeunissement de la peau, etc. Et je lui dis, moi, que effectivement, je pense que ça ne peut que arriver, ça ne peut que à un certain moment devenir scientifiquement prouvé, mais que pour l'instant, il n'y a pas de produit comme ça. Il me dit, ouais, mais moi, nous, c'est différent, on a découvert quelque chose. Je lui demande des études, je les regarde, et en fait, c'est exactement la même chose que toutes ces autres personnes qui utilisent la vibe, en fait, de la longévité, le trend de la longévité pour vendre encore un autre produit encore plus cher qui fait quasiment rien. Donc voilà. Donc pour résumer, en fait, ce que tu dis, donc, intelligence artificielle plus longévité, déjà, il faut faire très attention. Il y a des choses légitimes, mais il y a aussi beaucoup de bullshit. Compléments alimentaires et produits cosmétiques. Ok, ok, très clair. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une dérive potentiellement en cours ou à venir sur justement le fait que tu as des gens comme Jeff Bezos où ben, on va dire que la dernière frontière pour eux, c'est justement de vivre plus longtemps, c'est le fait de vieillir, et qui vont bah, dépenser un fric faramineux sur bah, des trucs où c'est potentiellement assez fumeux, où on sait pas trop où ça va aller, et créer bah, un effet de bulle au final, alimenté par comme ça des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se disent, bah, si ça a une chance sur 1000 de marcher, bah, au final, je suis gagnant, donc ok, j'y vais. Il y aura de ça. Ça va être complexe. C'est un trend vraiment Mm. majeur et qui va venir avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Maintenant, si je regarde vraiment de manière très concrète ce que les milliardaires font, je vois qu'il y a beaucoup plus de sciences légitimes et de chercheurs vraiment très solides qui font de la recherche sérieuse que de bullshit. Et c'est plutôt le commun des mortels qui va être réceptif Mm. à ce genre de messages complètement à la con et qui va tester des traitements qui sont pas valides et qui déjà qu'il a pas beaucoup d'argent, qu'en plus il va payer des conneries et il en aura encore moins. Regarde, Jeff Bezos, donc Altos Labs, en fait, en fait, toute la matière grise autour de la longévité, elle est là-bas. Les prix Nobel, ils sont recrutés, ils sont payés 10 fois ce qu'ils étaient payés dans leur job d'avant. Et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Effectivement, il peut y avoir des problèmes de politique d'entreprise, de rivalité, parce que c'est des gens avec un grand ego, etc. Mais c'est pas des gens qui font du bullshit. Pour un autre exemple, Sam Altman a mis 180 000 euros dans Retrobioscience. Il se trouve que je connais personnellement le fondateur de Retrobioscience et le CEO actuel. Ben, c'est quelqu'un, c'est un chercheur très sérieux, très légitime. La recherche est là. Les gens qui travaillent au quotidien dans les laboratoires, c'est des gens pour certains que je connais aussi. C'est plutôt chouette en fait que l'argent aille vers des équipes comme ça. Ok, hyper intéressant là ton feedback sur le fait que au final, bon, s'ils sont devenus milliardaires, malgré ce que certains peuvent penser en disant que c'est des abrutis, etc. Comme il y a certains qui peuvent dire que Trump c'est un abruti. Non, ces gens-là ils sont pas stupides, ils sont pas arrivés là où ils en sont par hasard. Ils peuvent faire des choses stupides, mais ils ne sont pas stupides. Il faut différencier et c'est assez intéressant de voir que au final les trucs les plus legit que tu vois bah, c'est justement là où des personnes comme ça sont impliquées. Et comme tu le disais juste avant, là où on a le plus de bullshit, c'est les choses qui vont toucher le grand public et où bah, il y a un niveau d'éducation qui est, on va dire, suffisamment bas pour pas être capable d'appréhender correctement la Exact, niveau de technicité ou de sérieux qu'il peut y avoir derrière. exact. C'est plutôt ça le risque. Alors, d'un point de vue, on va parler un peu tu vois, de l'aspect gouvernement, système actuel. Est-ce que tu penses qu'un système comme la France est adapté au monde justement qui arrive et qui est en train d'émerger, notamment du fait de ce qui, bah, on l'espère tous les deux, arrivera sur l'aspect longévité? Ouais. Bah, écoute, aucun pays, ou quasi, il y a presque aucun pays aujourd'hui qui est adapté à ça. Ok. Presque aucun pays. Alors, c'est plutôt plus simple de parler des pays qui sont adaptés à ça plutôt que de ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y en a moins. Donc, Eh ben, il on y a peut deux, faire ça. trois pays.
Ouais, il y a deux, trois pays dans le monde qui ont pris ce sujet à bras le corps et pour des raisons assez précises qui n'ont rien à voir d'une responsabilité, d'une bonne gestion et ainsi de suite. Le Singapour, je parle de Singapour, Corée du Sud et Japon. En fait, ces Ok. pays-là, souvent on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Eh Hmm. ben, en fait, ces pays-là sont vraiment très très proches du mur qui est le mur de leur euh, Problème de de leur renouvellement de population, de renouvellement de population exactement et vieillissement. de natalité, de taux Hmm. de natalité et de fécondité. Singapour, je crois qu'ils sont à 0,6 ou 0,8 enfants par femme. En fait, c'est une nation, la moyenne de la population est très âgée, financièrement très, très à l'aise aussi, donc ils ont beaucoup d'argent. Ils font pas d'enfants, ils sont vieux. Donc en fait, ils n'ont d'autre choix que de mettre cette priorité de la longévité tout en haut de l'échelle des priorités, ben parce que sinon ils vont faire face à des problèmes ils ne pourront pas résoudre, quoi. La Corée du Sud, c'est exactement la même chose et le Japon, c'est pareil. Je pense que l'Europe et l'Occident en général, c'est vers là où on s'oriente, quoi. Population vieillissante, taux de natalité qui s'effondre et probablement une richesse qui nous permettra d'investir dans des technologies comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas prêt en France, on n'est pas prêt, mais on n'est pas prêt nulle part en fait. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai mon cofondateur qui me rejoint en tant que cofondateur sur la Fondation 2060, Martial Trigeau, qui revient des États-Unis après 11 ans parce qu'il a tout fait pour lui-même et pour sa famille dans le domaine de la longévité, prendre les bons compléments alimentaires, faire la méditation, bien dormir, tout ce que tu veux, des traitements, thérapie par lumière rouge, tout ce que tu veux. Ben, en fait, ces biomarqueurs sont toujours pas bons parce qu'en fait, il peut pas manger ça. Il peut pas manger ça. Même si tu as beaucoup d'argent, tu y a des pesticides partout. Tu sais pas où est produit l'aliment en question. Les sols sont complètement dépourvus des nutriments qu'il y avait avant à cause de la culture. Même si toi, tu fais ton petit pré carré et que tu cultives, ben en fait, il y a des pesticides qui sont dans l'air, en fait, et qui circulent dans les champs d'à côté. Donc, en fait, tu peux pas t'en sortir, quoi. Donc les US, c'est vrai qu'il y a de la recherche, qu'il y a des choses exceptionnelles qui se passent là-dedans. Maintenant, dans l'instant présent, si tu veux vivre bien en bonne santé, ben il y a pas vraiment beaucoup d'options et il n'y a pas un pays où il y a très peu de pays qui vont rassembler en fait toutes les conditions nécessaires. Et la France aussi, on fait partie, quoi. Maintenant, moi, je suis très, c'est pas optimiste, mais de manière très réaliste, je pense qu'une minorité de la population, avec une prise de conscience, et des plans audacieux et bien organisés permet de changer, de créer des phénomènes de société. Je pense de manière très concrète que en portant ce message au plus haut de l'État, le président, celui qui est aujourd'hui ou celui qui sera en 2027, un ministre de la Culture, des même le lobby pharmaceutique est extrêmement puissant en France, mais ailleurs dans le monde aussi. Si on arrive à faire porter ce message au plus haut des facteurs de décision au niveau des gouvernements et au niveau du lobby pharmaceutique, pour faire plus d'argent, je dis pas pour des bonnes raisons morales, etc. Ben, je pense que cette réalité de l'investissement dans la longévité va devenir une réalité pour des raisons entre guillemets bassement économiques et ça me va très bien tant que le résultat est atteint. Donc oui, Ok. je comprends bien que ta question portait sur la France, mais moi je mets la France pour connaître un petit peu la situation ailleurs. En Allemagne, c'est pas génial. Hmm. Aux États-Unis, c'est pas génial. Dans les pays d'Amérique latine, c'est pas génial. En fait, on est vraiment pas prêt à ça, quoi. Et il faut un changement de société. Ok, donc hyper intéressant comme retour. Donc pas, enfin si, tu as évoqué Singapour, Japon et Corée du Sud. Et Corée du Sud, Ok, tout à oui, fait. effectivement, là j'ai regardé, hein, enfin voilà, le Japon c'est connu, hein, c'est catastrophique en termes de renouvellement de la population, de taux de natalité. Singapour, je l'ignorais, mais en même temps, d'une manière générale, c'est sur les pays occidentaux, plus global, enfin voilà, global, c'est un problème global. Ok. Alors, justement, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que ben, la quête de l'immortalité, du fait de vivre plus longtemps, c'est amoral, c'est de l'égoïsme pur. Ouais, moi je leur dis que c'est pas d'actualité déjà. Ce qui est d'actualité aujourd'hui quand on parle de longévité, c'est vivre 100 ans en bonne santé. Et 100 ans en bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fonction de ton âge, tes parents, s'ils sont encore en vie, tes proches, Mm. ben, plutôt que d'avoir un cancer, plutôt que de perdre la tête parce qu'ils ont Alzheimer, plutôt que de souffrir d'hypertension artérielle parce que leurs artères sont bouchées avec des plaques de calcium qui laissent plus le sang passer correctement, ben, en fait, ils vont avoir 70, 80 ans, ils pourront travailler éventuellement en fonction des choix de société
ils pourront aller avec leurs petits-enfants se balader, faire de la randonnée en montagne. Qu'est-ce qu'il y a d'égoïste là-dedans? Moi, j'ai l'impression que ce qui est égoïste, c'est justement le fait de se dire, bah, on va virer les vieux pour pouvoir avoir un héritage, éventuellement, et pour pouvoir bien accaparer leur pouvoir d'achat. Moi, je vois rien à ça qui soit égoïste. Ou alors, si c'est la définition qu'on donne de l'égoïsme, moi, je veux bien être égoïste dans ce cas-là. Effectivement, il y aura peut-être des questions à se poser quand on va pouvoir vivre 200 ans, 300 ans ou effectivement être immortel. Ce n'est pas aujourd'hui la situation. Donc moi, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, j'aime bien regarder un peu devant moi, mais pas à 10 kilomètres non plus, quoi. Je regarde à 100, 200 mètres. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est ça. Et c'est ça que les chercheurs sont en train de faire, c'est de pouvoir lutter contre les maladies chroniques et de nous faire vivre 100 ans en bonne santé. C'est ça vraiment qu'il faut se mettre en tête. C'est ça qui est d'actualité aujourd'hui, ambitieux mais réaliste. Le reste, c'est de la science-fiction. Ok. Donc toi, c'est 100 ans, c'est pas 200 ans, quoi. Là, aujourd'hui, Aujourd'hui, on n'est oui. pas. Peut-être dans 10 ans, la situation va Voilà, changer et peut-être ça va être un débat de société qu'il faudra porter à ce moment-là. Mais moi, j'aime pas discuter pour discuter. Je suis pas philosophe du matin jusqu'au soir. Je suis pas Hmm. écrivain. Voilà, je suis très concret et je vais faire des choses pour faire du business, pour investir et pour impacter de manière très concrète ma durée de vie en bonne santé. Mon health span en anglais. Il y a un terme dédié à ça. Ok, ok. Et Et je dirais même mon joy span. Le joy span, en fait, il y a trois notions. Il y a le lifespan, c'est l'espérance de vie. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre très longtemps, mais en tant que légume, c'est pas vraiment intéressant. Après, tu as le health span, durée de vie en bonne santé. Et tu peux quand même te faire chier. Par exemple, Brian Johnson, moi, j'ai eu du respect pour ce qu'il fait, son degré à quel point il est dédié à la cause. ouais, Mais commitment. franchement, mesurer ses érections sur un tableau Excel et se coucher à telle heure, se réveiller à telle heure et pas faire de voyage et machin. Enfin, c'est pas, t'as plus de joie de vivre en fait. C'est fade une réalité comme ça. Et après, t'as le joy span, c'est un équilibre entre des habitudes de vie que tu prends pour te faire vivre longtemps en bonne santé et en même temps aussi profiter de l'instant présent. Donc en fait, Ok. c'est ça la réalité moi qui m'intéresse. Hmm. Des innovations qui arrivent dans les 10-15 prochaines années, c'est déjà suffisamment long terme pour moi et je veux pas me projeter encore plus loin. On verra bien quand le moment sera venu. Ok, donc tu veux pas te perdre dans des débats philosophiques tu vois, je l'entends très bien, hein, je pose la question, c'est justement pour ceux qui se perdent dans des considérations philosophiques qui, au final, n'ont aucun ancrage dans la réalité d'aujourd'hui. Et puis justement, sur l'aspect, parce que pareil, il y en a qui disent, ah ouais, mais en fait, vivre plus longtemps, c'est mal, parce que on est déjà trop nombreux, ça serait une catastrophe d'un point de vue écologique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a un mouvement aujourd'hui où il y a plein de jeunes qui ne font pas de gamins, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont sauver la planète par ce biais-là, quoi. Ce qui est extrêmement triste de mon point de vue. Ouais, ouais, c'est absolument triste et je pense que c'est caractéristique de l'Occident qui se laisse Ouais. mourir. À un moment, il y avait un grand débat entre les États-Unis et l'Europe et les représentants des États-Unis ont dit mais l'Europe est en train de nier ses valeurs, est en train de se laisser mourir. Il y a un peu de ça aussi. C'est cette espèce de vision comme quoi on fait du mal à la planète et le principal fléau de la Terre, c'est l'espèce humaine. Je suis pas du tout là-dedans. Encore une fois, je pense que on va aller coloniser, on va devenir une espèce interplanétaire. Donc le problème d'espace et de ressources limitées n'existera plus. Pour moi, le problème, c'est la société de consommation d'aujourd'hui, et on nous détourne notre attention sur d'autres aspects, alors qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est pourquoi tu changes ton téléphone tous les 2 ans. Pourquoi tu dois le faire? Parce que technologiquement, tu tiens pas la route, mais en fait, c'est la société, les choix de société qui font que c'est le cas. Pourquoi tu changes ta voiture tous les 5 ans? Pourquoi tu as une résidence secondaire dans laquelle qui est bloquée, en fait, inhabitée pendant 50 semaines de l'année, t'es là que pendant 2 semaines. Euh, En fait, c'est ça les choix. En fait, c'est cette société de consommation qui nous pousse tout le temps à consommer plus. À mon avis, c'est ça le problème de l'écologie, quoi. Le packaging plastique qui Mm. arrive ensuite dans les océans. C'est ça le problème de l'écologie, quoi. Ouais, pas forcément le Voilà. CO2. On est d'accord. Ok, ultime question. On a fait une très belle session, je trouve. Merci beaucoup, Gabriel. C'est à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est qu'est-ce que tu mets en Ouais. œuvre pour ta santé, ta longévité? Est-ce que tu fais des trucs un peu considérés par certains comme barrés, comme Brian Johnson, tu vois?
Typiquement, par exemple, il y a des cliniques qui proposent comme ça de filtrer son propre sang, tu vois. Hmm. Voilà, qu'est-ce que tu fais de ton côté en tant que de passionné par le sujet et on peut dire référence maintenant dans le domaine? Ouais, ouais. Ouais, écoute, moi, je suis vraiment partisan dans la vie comme dans la longévité de la stratégie du 80-20. Faire 20% des choses qui génèrent 80% de la valeur et se laisser vivre ensuite. Mm. Euh, je sais qu'encore une fois, il y a Brian Johnson et pas que, certaines personnes qui vont très très loin dans le fait de traitement et de soins pour la longévité. Moi, je pense que il y a pas de traitement miracle, il n'y a pas de pilule miracle aujourd'hui, et je préfère faire ce qui est raisonnable sans aller dans les extrêmes, regarder d'un œil très attentif les innovations, et donc je suis bien placé en tant qu'investisseur pour voir ce qui se fait et voir comment est-ce que ces traitements-là deviennent de plus en plus robustes au niveau des résultats, et sauter dans le bateau à partir du moment où le profil de Mm. risque me paraît raisonnable au vu de ma vie et de ma tranche d'âge. Et ensuite passer le plus clair de ma vie, de mon énergie, de mon temps à investir dans des boîtes pour faire advenir des traitements dans les 10-20 prochaines années. De manière très concrète, ce que je fais, tu sais, et je vais donner peut-être une réponse qui est pas très glamour, mais c'est celle qui produit le plus d'impact aujourd'hui. Aujourd'hui, la longévité, c'est six choses. Des diagnostics avancés, séquençage de l'ADN, faire des analyses de sang tous les 6 mois, faire un DEXA-scan pour voir la composition de son corps, notamment en graisse viscérale et ainsi de suite. Voilà, détection de cancer, donc tout ça, c'est des diagnostics avancés. Et dans les 5-10 dernières années, le prix de ces diagnostics-là a diminué de manière exponentielle, la fiabilité a augmenté de manière exponentielle aussi. On est vraiment dans un changement de paradigme là-dessus. Donc, diagnostic avancé, un. Deux, activité physique, très important. J'apprends pas grand-chose à grand monde, mais oui, bien bouger, il faut le faire et ça a un impact bien plus important que n'importe quelle molécule, médicament ou complément alimentaire qu'on prend. Troisièmement, l'alimentation. Très compliqué à manger sain pour les raisons que j'évoquais, pesticides, origine des aliments, nourriture industrielle, etc. Quatrièmement, le sommeil. Très Mm. important, incroyablement important et incroyablement dévalorisé dans nos sociétés et notamment dans le domaine de la tech où faut que te pousses le plus possible, faut être dynamique, Dormir, c'est etc. pour les faibles. Dormir, c'est pour les faibles. Voilà, tu vas dormir quand tu vas être mort. Et tu avances très, très rapidement de manière accélérée vers cet objectif-là, quand tu fais pas attention à ça. Cinquièmement, la santé mentale, le lien social, l'épanouissement dans les relations avec les gens qui nous sont proches, le fait d'avoir une famille pour certains, pour la plupart d'entre nous, j'en fais partie. Le cocktail d'hormones dans lequel baigne ton cerveau et ton corps en général, le cortisol, la dopamine, la testostérone, en fait, tout ça il peut y avoir des pics et puis des variations importantes en cours de journée, mais en fait, à partir du moment où c'est des situations qui deviennent chroniques, de déséquilibres qui deviennent chroniques, là, effectivement, tu prends très, très cher au niveau de ta longévité et de ta santé long terme. Donc ça, c'était en cinquième, et en sixième lieu, et c'est vraiment le dernier, et souvent les gens le mettent en premier, c'est les compléments alimentaires et les médicaments. Quand tu as fait tous les autres trucs, ben là, Ouais. oui, tu peux te dire, oui, pour aller encore un pas plus loin, oui, je vais prendre des compléments alimentaires, oui, je vais peut-être prendre des médicaments pour réduire ma glycémie, pour faire de l'immunomodulation avec certains médicaments, notamment la rapamycine. Ouais, là, tu peux le faire. Mais en fait, les gens qui veulent entendre un message de raison, en fait, c'est ce message-là. Après, il y a des gens qui disent non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux des traitements et tout. Ben, ok, très bien. Il y a des traitements, mais il faut que tu saches que ces traitements-là vont avoir un effet disproportionnellement faible par rapport à ces aspects de bon sens dont je te parle. Et donc, moi, concrètement, je fais 1 heure de sport par jour. J'essaie d'en faire, mais quand je suis fatigué, je pousse pas trop non plus. J'ai appris à ne pas pousser. Pendant toute ma vie, je me suis poussé parce que j'avais cette philosophie de vie qu'il faut toujours faire the extra mile, comme Mm. disent les Américains. Bah, sur le court terme, c'est cool, mais sur le long terme, ça fait toute la différence entre un mec qui fait un AVC et qui est en burn-out et un autre qui vit sa vie tranquillement et en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Donc, 1 heure de sport par jour en semaine. Week-end, je reste avec les enfants et j'oublie toute notion de productivité, d'efficacité et tout, c'est du temps de repos. Alimentation saine, légumes, enfin, le plus possible d'aliments entiers
sont Non transformé. traités chez soi, non transformés, qui sont cuisinés chez soi à la maison. Alors, je déteste cuisiner, donc j'ai pas non plus trouvé la solution miracle, mais il faut tendre vers ça. Je vais essayer de trouver une solution de cuisiner à domicile. C'est en cours. Euh, le sommeil, je traque mon sommeil, la qualité de mon sommeil et la durée du sommeil. Je suis passé de 4 heures de sommeil à 8 heures de sommeil. À 4 heures de 4 heures, t'es sommeil pas fait de loin. efficace. Efficace. Ah Ouais, oui, ouais, ok. bah, Ouais. coucher à 2, 3 heures du mat, réveil à 7 Hmm. heures avec les enfants. Voilà, Tu traques bienvenue. avec quoi, toi, d'ailleurs? Avec Alors Garmin? moi je le fais avec Garmin. C'est pas le plus fiable, mais en fait c'est celui qui moi me convient le plus parce que il a une autonomie extrêmement longue d'1 mois et demi. Et moi ça m'emmerde toutes les semaines d'avoir une gymnastique de l'enlever, de le recharger, Hmm. de le remettre. Donc il y a peu de dispositifs qui ont cette autonomie-là. Et pour moi c'est très important. Après le Oura Ring, c'est très bien aussi. Tu as des hoops, t'as plein de dispositifs. En fait, le meilleur dispositif, c'est celui que tu peux tenir sur le long terme. C'est Ouais. pareil. Les meilleures habitudes, le meilleur sport, c'est celui que tu peux tenir sur le long terme. Meilleure alimentation, pareil. En fait, il faut vraiment réfléchir au long terme. Donc, je mesure mon sommeil. Tous les 6 mois, je fais des analyses avec une attention particulière sur certains biomarqueurs qui caractérisent ma propre situation médicale. Et des Les compléments analyses, alimentaires en tu les fonction de fais, ça. Ouais. excuse-moi, les analyses, tu les fais où et tu les fais interpréter? Tu les fais déjà parce qu'en France, tu peux pas te ramener au laboratoire du coin en disant, bah voilà, je veux tout ça comme analyse. Ils vont dire, ah bah non, il faut que ça soit prescrit par un médecin et il faut justifier du pourquoi tu vas faire Mhm. certaines analyses. Mhm. Donc voilà, comment tu te fais prescrire, Ouais. où est-ce que tu vas et comment tu les fais interpréter? Ouais, donc c'est incroyablement difficile en France de se faire soigner en mode médecine préventive. C'est pour Hmm. ça que j'ai monté iCare. C'est un réseau de médecins et de stratégies et de centres de santé en France et à l'international avec lesquels on est en partenariat. Les médecins pareil, les coachs de santé pareil, pour te dire qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment, à quel endroit, et faire en sorte que ça devienne possible finalement, sans que ce soit un job à temps plein, ce qui était mon cas. C'est-à-dire moi, ce service, je l'ai créé en étant moi le patient zéro et en développant ces choses et en me disant, puisque c'est aussi difficile que ça, et j'ai quand même réussi à le faire pour moi, qu'il y a des gens autour de moi qui sont intéressés par leur santé, ben, pourquoi ne pas le proposer aux autres aussi? C'est un peu la genèse du projet. Je vous mets le lien, vous aurez le lien en description, commentaire épinglé. Et puis donc excuse-moi, je t'avais interrompu sur la partie analyse, mais tu disais donc in fine aussi les compléments alimentaires, mais qui proviennent, on va dire, des résultats et adaptés par rapport aux résultats de tes analyses de sang. Tout à fait. Tout à fait. Là, je prends par exemple du B6, B9, B12 parce que j'ai un taux d'homocystéine. Alors, c'est là où c'est intéressant et où Mm, l'approche est vraiment structurellement différente de la médecine classique. Par exemple, en mm. médecine classique, l'homocystéine, c'est un facteur toxique qui génère du stress oxydatif et dont les valeurs sont comprises voilà, dans une fourchette qui est considérée normale pour 100% de la population. Il se trouve que moi, comme j'ai une prédisposition aux maladies neurodégénératives, et que cette molécule-là a des propriétés neuro-inflammatoires, c'est-à-dire que ça dégrade en fait le cerveau. Moi, je mets en place une stratégie pour réduire la valeur de l'homocystéine en dessous des valeurs considérées comme normales, parce que je sais que je suis prédisposé aux maladies neurodégénératives et qu'il faut que j'ai une stratégie de prévention hyper agressive par rapport à tout ce qui peut aller dans le sens de maladies neurodégénératives. Si je n'avais pas eu toutes ces analyses-là et toute cette connaissance globale de mon état de santé inclus de mon génome, ben, j'aurais pas su que j'avais cette prédisposition-là, donc je serais resté dans les valeurs considérées comme normales par la médecine traditionnelle. Mm. Et donc là, je prends des compléments alimentaires pour ça. Et donc voilà un exemple concret. Et dans 2 semaines, je vais de nouveau refaire les analyses pour voir quel est mon niveau d'homocystéine. Si jamais c'est descendu en dessous de 7, eh ben, je vais arrêter de prendre ces compléments alimentaires-là et probablement que je vais me concentrer sur autre chose. Ok, ouais. Et en termes de ultime question, Mhm. où est-ce que parce que je pense que ça va intéresser notre audience, où est-ce que tu achètes, auprès de quel producteur tu achètes tes compléments alimentaires? Parce que il y en a à foison, voilà, quel choix toi tu as fait? Ouais, c'est un vrai sujet. Il y a un an, l'université de Singapour a fait une étude et donc ils ont pris des compléments alimentaires. Notamment, c'était du NMN, mais pas que. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, je Ouais, ouais, t'écoute. super. Pardon. Et ils ont fait des tests dans leur labo pour voir effectivement si ce qui avait marqué sur les étiquettes
des boîtes de compléments alimentaires étaient effectivement étaient effectivement concordants avec la présence ou pas de ces molécules-là dans le complément, dans le cachet. Hmm. Et en fait, c'était apocalyptique, quoi. C'était genre 10% des marques qui étaient sérieuses et qui correspondaient, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. J'ai pas une marque, malheureusement, mais en fait, en fonction des compléments alimentaires, je vais avoir certaines marques plutôt que d'autres. Ok. Et après, il faut faire confiance, quoi. Il faut faire confiance. Je n'ai pas, idéalement, on les prendrait et puis on les envoierait on les enverrait, pardon, dans des labos et on ferait Hmm. des études. Et ça coûte très cher. J'ai pas vraiment trouvé de solution. Donc là, effectivement, je suis en contact avec un réseau de médecins. Pour certains, ils ont fait des analyses. Pour d'autres, ils ont entendu. Il y a des études, etc. Et donc, tout ça, il y a pas une recette facile. C'est au cas par cas, complément alimentaire par complément alimentaire, où il faut privilégier telle ou telle marque. Et encore, même en privilégiant, je le dis en toute honnêteté, j'ai pas une garantie à 100% que ça correspond. Mais il faut faire du mieux qu'on peut avec les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui en 2026. J'ai un Ok. grand espoir qu'à un certain moment, il y aura une standardisation en fait de tout ce bordel avec des audits de qualité et peut-être des labels qui nous permettront d'acheter de manière un peu plus responsable et plus en sécurité, plus en Ouais. confiance. Ouais, c'est clair qu'un label à ce niveau-là, ou en clair contenu vérifié, quoi, ça serait une grosse avancée, totalement. Et j'ai d'ailleurs un exemple assez rigolo qui a été raconté par Eric Verdun, qui est le président du Buck Institute, où effectivement un de ses patients va voir le médecin et lui dit je veux prendre ce complément alimentaire. Et lui il dit mais où est-ce que tu l'as acheté? Le mec dit bah sur Amazon. Et Hmm. le médecin lui dit écoute moi je suis OK pour te suivre et faire les analyses et voir effectivement si le résultat est bon ou pas. Mais par contre, ce que je te propose, c'est on le prend et on l'envoie dans un labo. Et effectivement, ça va coûter un peu d'argent, mais on va vérifier s'il est bien ou pas. Bon, ça a duré un certain temps entre le moment où il a commencé à les prendre et le moment où il a eu les résultats. Et pendant ce temps, il appelait le médecin pour lui dire, mais en fait, je me sens bien, voilà, je les prends, je me sens super, mon tonus s'est amélioré, etc. Et donc, quand les résultats sont arrivés, le produit en question contenait de la MDMA. Alors, la MDMA, c'est de l'ecstasy, en fait. C'est le terme populaire, c'est Oh de putain. l'ecstasy. Donc, il faut pas s'étonner Non. que ce mec se sentait super à l'aise et que voilà, Ah, c'était la belle vie pour lui. Mais c'était pas du tout, du tout, du tout ce qu'il avait acheté initialement, quoi. Donc waouh. après, c'est peut-être des légendes urbaines. J'ai pas de nom particulier. C'est une manière un peu rigolote Ouais, ouais. d'attirer l'attention sur les risques. Mais en même temps, la réalité très dure, c'est que on sait pas ce qu'il y a dans les compléments alimentaires, quoi, dans des cachets qu'on achète. Ok. D'où l'intérêt et l'importance effectivement de faire les prises de sang de manière régulière pour pouvoir suivre Oui, l'évolution et voir si, en clair, ce que l'on prend a un impact sur les corrections que l'on va apporter. Ok. Bah, tout je à pense fait. que on peut finir sur ça. Ça me paraît de bon ton. Je vous rappelle, lien vers ma communauté Youmento et mon programme Fast Track Investor. Si vous souhaitez aussi investir, notamment, hein, parce qu'il n'y a pas que ça dans des startups biotech. Le lien est en description. Le lien aussi vers l'événement de Gabriel, donc le forum 2060, la prochaine session. Quelles sont les dates d'ailleurs? Est-ce qu'elles sont arrêtées? Oui, écoute, on a validé hier les dates. Ça va avoir lieu encore au 7 Club, qui est maintenant quasiment intégralement converti au principe de la longévité. Voilà, les patrons du 7 Club s'intéressent beaucoup à ce sujet aussi, plus l'équipe, plus tout ça. Il y a aussi une espèce d'événement, enfin Cette club à Aix-en-Provence, hein, je précise pour 7 Club, pardon, voilà, pardon, nous on pardon, connaît, pardon, on oui. sait de quoi on parle, mais c'est vrai que Effectivement, effectivement, c'est 7 Club à Aix-en-Provence, oui. Donc ça aura lieu là-bas le 2 et 3 septembre 2026. ok. Et ça va durer 2 jours. Et donc, il y aura l'essentiel de l'écosystème de la longévité sous tous ses aspects. À la fois le côté investissement, il y aura des family office qui viennent regarder voilà, la longévité en tant qu'opportunité d'investissement. À la fois des startups parmi les plus ambitieuses au monde et les plus audacieuses, notamment celles dans lesquelles on a investi. Ce sera une occasion unique pour que les investisseurs qui sont partout dans le monde viennent rencontrer les entrepreneurs dans lesquels ils ont investi, qui sont eux aussi éparpillés partout dans le monde, des médecins spécialisés dans la longévité, des marques
notamment de compléments alimentaires. Toutes ne sont pas non plus à jeter. Thérapie par lumière rouge, qui sont hyperbares, en fait, tous les traitements qui sont aujourd'hui en vogue et scientifiquement validés, on va avoir tous ces dispositifs-là à notre disposition. Et voilà, c'est comme c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Qui a une très très belle réputation sur la qualité de vie, etc. Voilà, c'est une très belle histoire à raconter de cette conférence sur la longévité qui a lieu dans le sud de la France. Superbe. Bah écoute, Gabriel, je vais essayer de venir cette année. L'année Il faut dernière, c'était cette fois-ci. voilà, c'était au Ouais, et pile ben poil on à a la décalé un rentrée de peu. mes filles. C'est On a ça, décalé un peu exactement. J'ai justement bien pour ça. noté. Mhm. À Maurice, Parce la que t'as pas rentrée été se le fait un seul. peu avant. Ah ben tant mieux. Ouais, 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 ça me donne très envie de venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça aidera aussi pour le référencement. Likez la vidéo. Abonnez-vous, bien sûr, aussi à la chaîne. On lira les commentaires. Donc, si vous avez des remarques, voilà, des questions, mettez-les. Et bah, si vous voulez aussi une nouvelle intervention de Gabriel, dites-le. Moi, j'ai surkiffé ton intervention, Gabriel. Merci encore d'avoir accepté de Merci venir sur la Cédric. chaîne. C'est toujours Et un puis plaisir voilà, d'échanger avec toi. merci à toi. Et bah, de toute façon, écoute, on se voit bientôt, nous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et à nouveau, je rappelle le lien du LinkedIn de Gabriel, si vous voulez aller le suivre et suivre aussi ce qu'il peut publier, est disponible en description. Merci à tous, merci infiniment, Gabriel. Est-ce que je peux juste laisser un dernier message? Mais bien sûr, Euh, et donc, moi, ce que je voudrais dire, si on devait retenir trois choses de cette conversation, c'est premièrement, on peut vivre 100 ans en bonne santé, mais il faut commencer maintenant. Il n'y a pas d'âge pour commencer, ni trop tôt, ni trop tard, mais il faut s'y mettre. Deuxième idée, nous sommes la première génération à pouvoir vaincre le vieillissement de notre vivant, mais il faut s'en donner les moyens. On peut pas juste se mettre les doigts du pied en éventail et attendre que ça se passe. Il faut agir. Et troisièmement, peut-être celle qui est le plus en rapport avec ta chaîne et ton centre d'intérêt, Cédric, c'est que la longévité est la meilleure opportunité d'investissement du moment, de l'histoire de l'humanité et du moment. Et il faut le faire, il faut se positionner maintenant. Voilà. merci pour ce parfait mot de la fin. Merci, Gabriel, encore. Et bah, à très vite. À bientôt, tout le À monde. très vite. Merci Cédric. Salut. À bientôt.